J'ai parcouru le web à la recherche des exigences d'emploi les plus absurdes que j'ai pu trouver, et je m'apprête à les partager avec vous. Salut tout le monde, c'est Brian de A Life After Layoff et aujourd'hui je veux partager avec vous le dernier épisode de certaines exigences d'emploi absurdes et ridicules. C'est probablement le 3e ou 4e épisode des offres d'emploi les plus ridicules que j'ai pu trouver, et c'est un peu ironique. Nous nous amusons un peu avec ces derniers, je ne les prends pas trop au sérieux, mais c'est une façon amusante de se moquer des employeurs qui demandent certaines des choses les plus ridicules, mais plus important encore, c'est aussi pour vous, le chercheur d'emploi, pour commencer à reconnaître de manière réaliste quand vous valorisez et ne pas postuler pour ces ordures qui sont là. J'espère que personne ne postule pour ces postes. Malgré tout, cette vidéo est divertissante et je continuerai d'en faire de temps en temps car je les trouve plaisantes. Avant d'aborder ces sujets, si vous voulez apprendre à reprendre le contrôle et agir en président-directeur général de votre carrière pour éviter ces offres d'emploi horribles, inscrivez-vous à ma newsletter hebdomadaire gratuite. Chaque semaine, je partage des conseils pratiques pour aborder votre carrière avec plus d'autorité et de conviction. N'oubliez pas, c'est gratuit. Au plaisir de vous y voir. Voici comment ces vidéos fonctionnent. Je parcours l'Internet. Je cherche des offres d'emploi terribles ou des interactions horribles avec des recruteurs ou qui que ce soit dans le processus d'embauche. Et puis nous les décomposons et les disséquons un peu. Honnêtement, on les grille sûrement un peu. Si vous n'avez pas vu les autres vidéos de cette série, je laisserai un lien pour la playlist ici. Si vous vous ennuyez, les consulter sera un bon divertissement. Le premier concerne un travail à distance. C'est donc une bonne chose. 1400 par mois, cela revient à 8,75 de l'heure pour un poste de comptabilité. Voici les exigences minimales, donc 2 ans d'expérience en comptabilité avec des entreprises basées aux États-Unis, et il faut également un diplôme de licence en comptabilité ou dans un domaine connexe et une expérience démontrée. Et ils préfèrent que vous ayez de l'expérience en gestion immobilière, en comptabilité de fiducie, et une certaine expérience en logiciel, etc. Pouvez-vous imaginer aller dans une école de 4 ans, sortir avec votre diplôme et travailler 2 ans seulement pour obtenir une opportunité de gagner moins? Est-ce même le salaire minimum dans certains endroits? Je ne pense même pas que ce soit le cas. Gagner 8 dollars, je veux dire, c'est en dessous du seuil de pauvreté et certainement que vous ne rembourserez jamais vos prêts étudiants avec ce genre d'argent. Je ne sais pas où cela se situe. Je suppose que c'est une entreprise basée aux États-Unis, car il est mentionné des entreprises américaines, mais 1400 dollars, c'est aussi bas que vous pouvez le penser. Vous seriez mieux de simplement aller travailler à votre McDonald's local ou à la station-service locale parce que vous pourriez certainement gagner plus que cela et le dépasser de manière significative. Si vous avez un diplôme en comptabilité, vous pouvez certainement gagner beaucoup plus d'argent que cela. Je veux dire, c'est quoi 1400 fois? Non, ça ne peut pas être 1400 par mois fois 12, 16 800 dollars pour une année. Vous pourriez facilement... Pour un poste de comptabilité débutant, vous devriez facilement obtenir un salaire de 45 000 dollars. Et c'est même pour un poste de comptabilité de niveau d'entrée assez bas. Encore une fois, 45 000 dollars semble même être bas. Je penserais que ce serait probablement encore plus élevé si c'est près du niveau d'entrée, 45, peut-être 50 000, mais certainement 16 500. Je veux dire, c'est comme un chiffre des années 1970, 1980, 85, peut-être si vous avez obtenu un emploi en tant que comptable débutant, mais certainement pas à l'ère actuelle. Celui-ci est terrible. Le prochain ici est dans le manuel de l'employé. Et celui-ci est incroyable. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça auparavant. Apparemment, si vous quittez l'organisation avant une certaine période, le salaire final de l'employé, lorsque vous quittez cette organisation, il semble que ce soit, je suppose, un restaurant car il est mentionné serveur en dessous. Mais quand vous quittez cela, restaurant, il y a une série de frais que l'entreprise vous imposera lorsque vous partirez. Tout d'abord, vous serez facturé 10 dollars pour le manuel. Vous allez être facturé pour le manuel de formation. Et je ne peux pas voir ce que c'est. Vous aurez également une fonction de traitement de fichiers. Frais. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des frais de traitement de fichiers, un processus de paie. Donc, pour être payé sur votre dernier chèque de paie, vous devez les payer pour être à nouveau remboursé. Et puis, un traitement B2 genre. Je ne sais même pas ce qu'est un frais de traitement B2. C'est littéralement qu'il y a une personne des RH, ou dans ce cas,
Probablement même pas une personne des RH, c'est probablement un type de gestionnaire de bureau qui est assis dans une petite pièce à l'arrière d'un restaurant. En somme, il tente simplement de sanctionner ceux qui ont démissionné. Ensuite, le coût du t-shirt est uniforme à 12 $. Celui-ci est incroyable. Un coût de formation. Vous devez rembourser, ou selon eux, vous devez rembourser les coûts de formation, soit 25 $ par jour. Et ensuite, les coûts de traitement de l'embauche. Pour être embauché, vous devez les payer pour vous embaucher, vous traiter et vous intégrer. C'est comme si, je suppose que c'est une petite entreprise familiale et c'est du jamais vu. Comme personne ne fait ça. Donc, le fait qu'ils essaient de faire ça, si vous travaillez pour une entreprise qui essaie de faire cette connerie, sachez que pratiquement personne d'autre dans le monde entier ne fait ça. Aucun de ces frais ne vous est facturé. Et en fait, certains d'entre eux, je ne connais pas les ramifications ici, mais certains semblent même douteux. Vous pourriez probablement les combattre par un processus formel si cela en vaut la peine. Si c'était moi, si je voyais cela dans mon manuel et que je commençais, je n'accepterais absolument pas un poste qui faisait ce genre de choses, car ils sont clairement anti-employés. Ils ont probablement eu une sorte de mauvaise expérience à un moment donné, mais c'est la nature du service dans le monde de la restauration. Malheureusement, beaucoup de gens vont et viennent, et beaucoup d'entre eux ne veulent probablement pas travailler si dur. Et il y a beaucoup de rotation, surtout au poste de niveau inférieur, mais vous mettez tout le monde dans le même sac et vous pénalisez les gens. Et c'est juste, c'est tellement bizarre. Je n'ai jamais entendu parler de cela auparavant, donc un employeur de très mauvaise qualité ici. Le suivant est un email que quelqu'un a partagé à propos d'une interaction qu'il a eue avec un recruteur, et cela dit « Je m'excuse pour la confusion car vous venez d'arriver à votre entretien à 11 heures du matin. Et je comprends que vous habitez à proximité, juste en haut de la route et que vous cherchez un emploi à plein temps. Malheureusement, nous ne considérerions pas un employé à plein temps qui arrive à un entretien exactement à l'heure. Arriver en avance aux entretiens d'embauche montrerait votre motivation à l'employeur. Je vous souhaite le meilleur dans votre recherche d'emploi. Cela semble probablement être le cas soit en Angleterre, ou en Écosse, ou en Irlande, ou quelque part là-bas. Se présenter à un entretien exactement quand on est censé le faire, je ne comprends pas comment cela peut être considéré comme une chose négative. Je suppose que ce n'est pas une pratique que je recommanderais. Je conseille d'arriver un peu en avance pour vous calibrer. Mais dans ce cas de cette personne est arrivée exactement à l'heure et on lui a refusé l'opportunité d'emploi par certains, on dirait un recruteur ou un responsable du recrutement trop avide de pouvoir qui a des exigences absolument ridicules. Cela dit, je vous recommande encore une fois d'arriver quelques minutes en avance. Et c'est vraiment plus pour votre bénéfice que pour eux. Franchement, qui sait? Cette personne a peut-être attendu dans sa voiture sur le parking jusqu'à son entretien avant d'entrer. Nous ne savons pas sur la base de cela, et le recruteur ne sait certainement pas non plus. Mais le fait est que c'est absolument la raison la plus ridicule de rejeter quelqu'un. Cela aurait pu être un candidat superstar pour ce qu'ils en savent. Ensuite, nous avons une autre interaction entre un recruteur ou peut-être un responsable du recrutement qui ressemble à une sorte d'entretien qu'ils sont en train de mettre en place. Le responsable du recrutement propose de venir travailler quelques heures pour voir si le poste convient. Donc, en d'autres termes, il vous demande, dans le cadre du processus d'entretien, de venir travailler, je suppose. Voilà, serais-je payé pour le travail que je fournis? C'est une question pertinente. Vous ne devriez jamais proposer ou être obligé de travailler gratuitement. Vous devriez toujours être rémunéré, même s'il s'agit d'un essai. Qu'aucune entreprise respectable ne va faire passer à quelqu'un une journée de travail test ou un quart de travail test ou quoi que ce soit du genre. Une entreprise de bonne réputation ne ferait jamais cela. Mais donc cette personne pose une question très pertinente. Serais-je payé pour tout travail que je fournirais? Et puis le responsable du recrutement dit non, pas pour ce jour-là. C'est pour que vous ayez une idée. Et puis, de façon passive-agressive, ils disent de ne pas s'inquiéter. On dirait que ça ne va pas marcher. Merci d'avoir postulé quand même. C'est comme, quel genre d'employeur s'attend à ce que les gens viennent travailler gratuitement et ne le remettent pas en question? Si vous le remettez en question, vous n'êtes pas un bon choix. Vous êtes un problème culturel, vous allez être un problème et ça ne va pas marcher. Il est clair que c'est un environnement de travail très très toxique. Et la personne qui a dû faire face à cela, Anna, semble avoir évité une énorme balle ici, mais celle-ci est absolument stupéfiante. Ne vous présentez jamais et ne donnez pas de travail gratuit si vous n'êtes pas rémunéré.
C'est un peu la même chose si on vous demande de réaliser un projet. Il semble assez courant que les entreprises vous demandent de travailler sur une étude de cas ou que vous deviez préparer une présentation et la présenter à l'équipe de direction. Je serai très prudent lorsque vous préparez cette présentation pour m'assurer qu'elle ne concerne pas un véritable cas d'affaires en étude sur lequel ils travaillent. En d'autres termes, s'ils ont un véritable scénario d'affaires avec lequel ils travaillent ou qui les met au défi et qu'ils vous demandent à vous l'employé comment vous le résoudriez, à moins d'être rémunéré, je serais très réticent à mener à bien ce projet car essentiellement, ils obtiennent de vous des services de consultation gratuits. Car malheureusement, j'ai parlé par le passé à des personnes qui se sont retrouvées dans ces scénarios et l'entreprise a effectivement pris leurs informations et les a mises en œuvre, sans les embaucher et sans embaucher personne du tout. Ils se disent en quelque sorte « Oh, c'est une excellente idée ». Et puis, ils ont fini par la prendre et courir avec. En d'autres termes, aucune entreprise réputée ne va vous faire ça. Si vous vous estimez, ce que j'espère vraiment si vous regardez cette chaîne, que vous vous estimez, vous ne voulez jamais donner gratuitement votre travail ou votre propriété intellectuelle parce que vous devriez toujours vous estimer à votre juste valeur. Ensuite, nous avons un responsable marketing en chef. C'est donc un poste de très haut niveau. Dit, nous recherchons un directeur marketing hautement qualifié et expérimenté avec une spécialisation en marketing digital pour rejoindre notre équipe de chat mémoire. C'est un rôle de démarrage passionnant. D'accord. Voyons le démarrage et commençons à obtenir des signaux d'alarme. Et en soi, travailler pour une start-up n'est pas nécessairement un signal d'alarme, car il existe des start-up de bonne réputation et de très haute qualité. Il semble juste que pour une raison quelconque, plus de start-up semblent être des employeurs à risque plutôt que l'inverse, car généralement elles sont vraiment autofinancées. Ils n'ont pas les fonds. Ils sont généralement lancés par des personnes qui n'ont aucune acuité commerciale, qui n'ont jamais dirigé de personnes, qui n'ont jamais embauché auparavant. Ce sont généralement des personnes vraiment intelligentes, comme un programmeur ou quelqu'un de ce genre, qui a peut-être eu une excellente idée, s'est associé à quelqu'un d'autre dans un rôle similaire, et ils ont décidé de se séparer de cette entreprise et de créer leur propre chose. Et ce sont des battants, et ils ont plutôt des personnalités de type A, mais ils sont généralement de très mauvais gestionnaires de personnes. Ils n'ont généralement absolument aucune idée de comment embaucher des gens, comment gérer le côté RH des choses. Je sais que les gens ont leurs avis, pensant que le recrutement et les RH sont nuls et tout ça. J'ai déjà entendu tout cela auparavant. Mais le fait est que beaucoup de ces processus, ce qu'on observe en particulier dans les petites startups, et le secteur de la restauration, cela nous montre un manque de département des ressources humaines ou de recrutement de talents, car c'est un peu comme la liberté, c'est comme le Far West. Ces gens font des choses et ont des exigences ridicules. Il n'y a pas de contrôle ni d'équilibre, car personne ne dit que c'est une terrible idée et que ça ne devrait pas se passer ainsi. Des startups, ces restaurants, etc. font ces choses simplement stupides parce qu'ils ne savent littéralement pas mieux. Je dis que les stratégies, les tendances et les outils et être responsable de la mise en œuvre et de la création de stratégies marketing ou de campagnes marketing qui augmenteront la notoriété de la marque, stimuleront les ventes, tout ça. Cela semble être un résumé de poste assez raisonnable pour un directeur marketing dans une start-up. Tout semble normal au début, mais plus bas, nous trouvons le drapeau rouge. Veuillez noter que initialement, vous travaillerez avec une équipe fondatrice alors que nous sécurisons le financement par capital risque sur une base à temps partiel, non rémunéré, avant de venir à temps plein sur une base rémunérée une fois que nous aurons sécurisé le financement. Vous débuterez en tant que responsable marketing avec des perspectives d'évolution vers un poste de direction selon vos résultats. Donc vous n'êtes littéralement pas payé. C'est sur Indeed. C'est une offre d'emploi légitime, même si c'est difficile pour moi de le dire. Il s'agit en réalité d'une offre d'emploi présente ici. Vous pouvez y aller et cliquer dessus et vous pouvez postuler. Et il demande littéralement aux gens de travailler gratuitement, un directeur marketing senior ou un directeur financier ou un candidat de niveau directeur marketing, un cadre ou quelqu'un qui a le potentiel pour être cadre. Et ce que je crains dans ce cas, c'est qu'ils vont trouver quelqu'un qui a été licencié, qui a du mal à trouver un emploi, qui est désespéré de trouver un emploi et qui accepte ce travail avec cette carotte proverbiale qui pend devant lui. Je veux dire, cette carotte ridicule, comme si vous aviez ce niveau de compétence et ce niveau d'expérience, comme
Ayez un peu de respect pour toi-même. Va trouver un travail en conduisant un Uber ou quelque chose avant d'accepter ce genre de déchets. Aucune quantité d'expérience ou d'espoir que cette entreprise échouera absolument. Ils n'auront pas de produits à mettre sur le marché. Je serais prêt à parier que cette équipe de mémoire de chat n'aura pas de produits réussis parce que vous n'engagez pas de responsable marketing lorsque vous n'avez aucun financement du tout. Ils n'ont même pas passé un premier tour de capital risque, de financement. Qu'est-ce qui vous donne confiance en cette équipe de direction pour réussir ce tour de financement, puis passer au tour suivant, aller sur le marché, devenir public et obtenir des actions? Que le chemin, que c'est si improbable, que c'est le chemin, que c'est si improbable que cela arrive. Alors ayez un peu de respect pour vous-même. Ce travail ne vaut pas la peine d'être mis sur votre 105. Inutile de leur donner gratuitement sans être rémunéré. Ils ignoraient totalement qu'ils étaient sur le point d'obtenir un financement en capital risque. C'est littéralement comme probablement deux gars assis dans leur chambre, la chambre de leur mère, essayant d'embaucher un responsable marketing et un directeur marketing. Et mon Dieu, j'espère vraiment que les gens se valorisent plus qu'à postuler pour cette pile absolument fumante de déchets. Alors, le suivant était ce petit extrait que j'ai trouvé dans une offre d'emploi. Le travail était légitime, mais l'entreprise l'a posté dans un état où la transparence des salaires est obligatoire. Alors en fait, si vous voulez un petit exercice amusant pour voir un peu du Far West, allez dans un état où la transparence des salaires est obligatoire et parcourez leurs offres d'emploi. Certains États comme le Colorado, New York City et le Connecticut imposent la transparence salariale. De plus en plus d'États adoptent la transparence salariale. Et en gros, la transparence des salaires dit qu'ils doivent publier la fourchette de salaire pour le poste et l'annonce d'emploi. Le salaire se situe entre 60 000 $ et 85 000 $. Le salaire est entre 60 000 $ et 85 000 $. Et sur ce spectre, il y a une conversation en coulisses parce que j'ai déjà participé à ces conversations avec des responsables de recrutement sur ce que nous publions en termes de fourchette. Disons donc que notre fourchette va de 80 000 à 130 000 $, mais en réalité, personne n'arrivera à 130 000 $ parce que c'est vraiment le haut de la fourchette et cela perturberait l'équité interne et tout ce genre de choses. Alors nous dirions, eh bien, vous savez, nous voulons nous assurer que nous attirons le bon type de candidat. Nous ne voulons pas, vous savez, nous voulons vraiment nous assurer que nous attirons un candidat de haute qualité pour lequel nous savons que nous allons devoir payer. Alors nous voulons nous assurer que peut-être nous publions comme 80 000 à 120, et cela nous donne un peu de marge de manœuvre en haut. Si nous arrivons et que nous trouvons quelqu'un qui est vraiment fort et peut, vous savez, pousser le reste de notre équipe. Mais en général, nous essayons d'être relativement raisonnables concernant la fourchette de salaire. Cette entreprise publie une fourchette entre 150 000 $. C'est une grande entreprise technologique dont vous avez sûrement entendu parler. Il publie une fourchette de salaire de 150 000 $ à 890 000 $. C'est pour le salaire de base. Ce n'est même pas une rémunération totale. Donc, en gros, ce que dit cette entreprise, c'est que leur écart est comme un écart de 700 000 $. C'est comme la raison pour laquelle ils font ça. Ce sont eux qui essaient d'être malhonnêtes. C'est comme ces entreprises sont forcées de faire quelque chose qu'elles ne veulent pas faire. Donc ils agissent comme des petits, comme des gamins insolents à ce sujet. Et ils publient comme, d'accord, je vais le publier. Je vais simplement publier tout, cet énorme stupide éventail. Et ça n'aide en rien le chercheur d'emploi, littéralement. Je suppose qu'à l'extrémité inférieure, vous pouvez être payé au moins 150 pour le rôle. Donc c'est bien. Mais cette énorme gamme au-dessus maintenant, c'est comme, qu'est-ce que si vous y entrez de manière réaliste pour ce rôle, vous allez payer de 150 à 175 000 $. Disons juste pour l'argument. Et ce travail est payé, dit qu'il monte jusqu'à 8,90. Certains candidats vont proposer de se rencontrer à mi-chemin et demander 500 000, mais l'entreprise refusera car cela dépasse largement leur budget malgré ce qui était annoncé dans l'offre d'emploi. Donc c'est très... Les recruteurs adoptent une stratégie particulière en essayant de ne pas divulguer la fourchette de salaire, entourant cela d'un certain secret pour des raisons inconnues. Les fourchettes de salaire dans ces offres d'emploi, c'est comme si vous n'étiez pas... Vous allez attirer le bon type de candidat si vous publiez la fourchette de salaire. En fin de compte, je ne suis pas très préoccupé qu'une entreprise publie l'échelle salariale. C'est bien de le savoir simplement parce que vous avez ce point de données, mais je n'ai pas besoin de le savoir car je sais déjà ce que je vaux et quelle est ma valeur.
Et donc, je vais négocier sur la base de ce que je sais déjà, le prendre ou le laisser. Mais c'est agréable d'avoir cela, le prendre ou le laisser. Mais c'est agréable d'avoir cela. Encore une fois, ce point de données sur lequel vous pouvez travailler. Mais ce que cela me montre, c'est plutôt le caractère de cette entreprise et peut-être le responsable du recrutement qui a décidé de mettre cette fourchette ou ce département des ressources humaines pour mettre cette fourchette qui est si large. C'est comme s'ils étaient malhonnêtes. Et s'ils sont malhonnêtes dans l'annonce d'emploi comme littéralement la première sollicitation ou votre première interaction en tant que candidat avec cette entreprise, c'est eux qui sont trompeurs et malhonnêtes. Cela en dit long sur leur honnêteté non seulement pendant le processus d'embauche, mais aussi une fois en poste. Ils seront probablement malhonnêtes pendant toute la durée de votre emploi, malgré un salaire assez élevé. Pour moi, c'est un signal d'alarme. Ça me dérange beaucoup. Je ne sais pas. Et vous? D'accord. Donc ensuite, nous avons un site web. C'est un bon. Nous offrons un poste de développeur web et d'affaires à 25 $ de l'heure, un paysagiste. Site web, je suppose développement des affaires et entretien du paysage pour aider à redévelopper la publicité du site web, ainsi qu'à promouvoir des programmes de services de paysage plus écologiques aux clients, et jusqu'à 50 de ce travail peut nécessiter un travail physique pour l'aménagement paysager et le déneigement en hiver. Donc, il demande de quelqu'un qui est un étudiant en affaires, qui a de l'expérience en développement de sites web, en publicité, peut sortir et vendre leurs services et ensuite réellement faire cela. Donc, c'est comme la seule personne qui va être, c'est comme 50% des heures c'est comme 50% des heures dans les départements d'aménagement paysager ou de déneigement. Donc, vous allez littéralement passer la plupart de votre temps à faire du déneigement dans le nord du Canada, à Calgary, il fait assez froid là-haut. Donc oui, nous exploitons aussi une petite entreprise d'agriculture urbaine. C'est effectivement une histoire de famille. J'éviterai absolument celui-ci à tout prix. Sans offense, Eden. Et c'est à temps partiel et 20 à 25 $ de l'heure, ce qui est canadien. Donc c'est en réalité des États-Unis. Donc oui, ce n'est pas un, c'est un, veuillez noter. Les candidats doivent étudier dans un établissement postsecondaire canadien pour postuler. Donc en d'autres termes, vous devez passer par des études avancées. Ceci n'est qu'un contrat ou un temps partiel. La durée du travail est de 8 à 16 semaines avec possibilité d'emploi saisonnier à long terme si vous aimez pelleter la neige. Ensuite, nous avons un poste étudiant de 4 mois commençant en septembre 2023. Et donc, c'est un stage. Et il énumère toutes ces choses assez lourdes. Vous travaillerez en tant qu'expert de l'industrie avec des compétences analytiques, en collaboration avec des scientifiques de données. Vous travaillerez à l'exécution de programmes de surveillance des conseillers et vous ferez des choses assez décentes pour un stage de 4 mois. Cela pourrait donc s'avérer être une expérience très enrichissante. Donc, ils recherchent une connaissance avancée de l'assurance et ils recherchent une connaissance avancée des produits de richesse, en particulier du client individuel. Ils recherchent une compréhension. La rémunération des conseillers est un atout et la connaissance des systèmes d'administration interne et des actifs. Un de ces systèmes informatiques propriétaires de cette organisation et une formation post-secondaire dans un domaine lié sont requis pour ce stage. Et ensuite, ils veulent quelqu'un qui a une désignation professionnelle Certified Public Accountant CFA, CSC ou l'une de ces autres choses. C'est pour un stage de 4 mois et ils s'attendent à ce que quelqu'un ait toute cette expérience. Cette idée que ces employeurs attendent la lune, je parie que ce travail ne paie probablement même pas. Il n'est rien mentionné ici. Mais quand vous regardez la liste de toutes les choses, des compétences analytiques avancées avec Power BI et Microsoft, et Excel et Tableau, et ils cherchent quelqu'un qui a des compétences avancées, et vous savez que cela ressemble à un rôle de type analyste de données. Et c'est un putain de stage. Comment quelqu'un pourrait-il jamais répondre à leurs critères pour ce stage impossible? Et encore, s'ils perdent quelque chose, ce qui me surprendrait, c'est probablement très bas et leurs attentes vont être très élevées. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui cherche un stage, cela vous savez avoir des choses sérieuses sur votre 105 et un stagiaire et pourrait être vraiment précieux. Donc je ne dévalorise pas cela, mais c'est juste une sorte de
Ceci met en évidence le fait que la demande pour les employeurs est juste si déformée de la réalité. Ce n'est pas du tout réaliste d'avoir une attente pour, vous savez, un stagiaire, d'avoir ce genre de parcours. Et le dernier, mais je ne sais pas si celui-ci est vraiment sérieux ou non, mais à la fin de la candidature, vous pouvez choisir, vous pouvez joindre votre 105, ce qui est très standard. Mais ensuite, ils vous demandent également une photo de l'intérieur de votre réfrigérateur. Donc apparemment, l'état de votre réfrigérateur aujourd'hui est un critère. Je ne sais pas s'ils apprécient quelqu'un qui a un réfrigérateur désordonné ou méticuleusement propre. Je ne suis pas sûr de quels sont les critères ici, mais je me demande combien de personnes postulent réellement à cela et ensuite vont nettoyer leur réfrigérateur avant de prendre une photo et de l'envoyer à cet employeur minable. Je pense que si vous regardiez mon réfrigérateur, je ne serais probablement pas embauché par ces gars. Cependant, j'ai trouvé que c'était une façon amusante de conclure. Merci de ne pas envoyer de photos de votre réfrigérateur pour ce travail. Je vous en prie, ne faites pas ça, même si c'est une demande de l'entreprise qui, je l'espère, plaisante. Ils sont simplement ridicules là-dessus. Mais si une entreprise vous demande des choses ridicules dans son offre d'emploi, c'est soit un recruteur qui a dévié en pensant qu'il est mignon, soit un responsable du recrutement qui n'a pas d'attente réaliste. Il n'y a pas si longtemps, j'ai travaillé pour un responsable du recrutement qui voulait poser toute une série de questions d'entretien dans la demande d'emploi, et nous détestions absolument cela. Personne ne veut passer du temps à remplir ces questions stupides, ces questions basées sur le comportement, comme ces longues questions d'entretien, à répondre à ce genre de questions sur l'écran. L'application répond à ce genre de questions sur l'écran. L'application a pour but littéral d'exprimer l'intérêt pour le poste et de donner vos exigences de base afin que le recruteur puisse évaluer si votre 105 correspond bien au poste ou non. Mais avoir toutes ces choses arbitraires comme poser des questions d'entretien, et je n'ai jamais, une fois demandé l'état de le frigo de quiconque, je dirais donc ça. Je n'ai jamais personnellement fait ça, mais demander toutes ces choses est juste, pour moi, c'est un indicateur d'un processus d'entretien encombrant au mieux ou d'un employeur à éviter au pire. Acheteurs, soyez vigilants ici. Personnellement, si j'étais vraiment désespéré et que je voulais postuler pour cela, je devrais probablement les troller sur le type de photo. Je suis sûr que les gens deviennent assez créatifs avec ce qu'ils envoient. Qui sait? Si j'ai une offre d'emploi à l'avenir, je poserai peut-être une question stupide comme celle-ci pour voir les réponses amusantes que j'obtiendrai. Voilà ce que j'avais à partager aujourd'hui. Et j'espère que vous avez trouvé cela éclairant, divertissant et un peu, je suppose qu'ils sont un peu tristes. Certaines de ces choses sont un peu tristes. Mais la morale est d'avoir un peu de respect de soi. Ne postulez pas pour des employeurs qui présentent des signes d'alerte. Ce n'est pas valable dans votre carrière. Ils ne vous feront pas évoluer. Vous ne progresserez pas en travaillant pour un employeur qui présente des signaux d'alarme. Ils sont des employeurs de mauvaise qualité pour une raison. Et la bonne nouvelle est qu'ils vous disent littéralement que nous sommes des employeurs de mauvaise qualité. Donc, ils vous rendent un service en ayant ces annonces ridicules car cela vous donne simplement un indicateur. Le pire, c'est quand ils cachent qu'ils sont un employeur à risque et qu'on ne peut pas l'évaluer avant qu'il ne soit trop tard. Vous êtes déjà employé par l'entreprise. Voilà ce que j'ai pour vous. Si vous appréciez ce type de vidéo et que vous souhaitez en voir plus, laissez un commentaire pour me le faire savoir. Je ne suis pas sûr que les gens aiment ces vidéos ou non, mais quoi qu'il en soit, j'apprécie que vous les regardiez. Encore une fois, c'est léger et ironique, mais nous vous verrons dans la prochaine vidéo.